process, le process autour duquel on est bouclé quand on est sur la variable 1 et celui sur lequel on est bouclé quand on est sur la variable 2, si ces deux process ont un gain différent, mais à peu près la même dynamique. Comment est-ce que vous pourriez faire changer cette structure-ci pour que ça reste correct et que le régulateur soit du coup bien tuné, qu'il soit occupé à piloter la variable 1 ou la variable 2? Comment est-ce qu'on pourrait très facilement changer ça? Oui, mais donc c'est plutôt d'accord avec toi, mais exprimé dans l'autre sens, c'est logique. En amont du min, c'est ça que tu veux dire. Si vous mettez le gain en amont du min, ben, l'idée que tu as, c'est que chacune des erreurs peut être multipliée par son propre gain. Du coup, si vous faites ça, qu'est-ce que vous mettez comme gain dans le régulateur, évidemment? Ben, vous mettez 1, vu que le gain est déjà en sortie du régulateur. Okay, donc ça, c'est déjà une manière de pouvoir gérer le fait que les deux voies de régulation ont des gains différents. Par contre, ça ne change pas le problème des dynamiques. L'adaptation des TI et des TD, ben, si elle n'est pas faite dans le régulateur, ben alors il faut la faire à l'extérieur. Donc si vous voulez travailler avec un régulateur et vous avez des dynamiques fort différentes, ce qu'on peut être amené à faire, c'est changer le TD et le TI du régulateur selon que ce soit la voie 1 ou la voie 2 qui passe. Mais si on commence à faire ça, alors autant passer à deux régulateurs, c'est ce qu'on va faire après. Mais donc, deux approches qu'on va voir ici, soit la sélection ou l'override, donc la gestion de contraintes, est faite en amont du régulateur, le min ou max est sur l'écart de réglage en amont du régulateur, soit il sera en aval du régulateur. On va voir les avantages et inconvénients de tout ça. Donc, petit exemple pour introduire ceci, et ça correspond au 1 et au 2 que vous venez de voir juste avant. On a une variable principale qui est la pression qui est en aval d'une vanne de détente, et on doit régler entre 0 et 4 bars. On aura une consigne par exemple à 2 bars sur la pression 1. Cette pression doit être régulée par la vanne de détente, et donc on va avoir le régulateur principal qui va se retrouver, qui se retrouve au centre de notre structure de réglage ici, et qui va piloter la vanne. Alors, on a déjà parlé de ça dans le passé, l'importance du choix du gain statique du process pour le gain du régulateur. Quel est le gain statique du process ici? J'ouvre ma vanne, qu'est-ce que ça a comme influence sur la pression en aval de la vanne? Ouais, c'est pas la question la plus compliquée. Donc, le gain statique de ce process, entrée vanne, sortie pression aval, est positif. Donc le gain du régulateur qui doit piloter ce process est positif aussi. C'est bien ce que vous avez indiqué ici. Quel est le problème quand on fait ça? Vous allez voir qu'on va en discuter. C'est que si vous ouvrez trop votre vanne, qu'est-ce que vous commencez à voir? Vous faites chuter la pression en amont de la vanne. Et cette pression, ben, elle peut typiquement avoir des problèmes de retour. Et typiquement, c'est ce que vous avez si vous avez un brûleur dans une chaudière. Si vous ouvrez trop votre vanne, vous écroulez la pression d'alimentation de la vanne, vous n'avez plus une assez grande delta P au bord de la vanne, on risque un retour de flamme et une explosion du monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on doit absolument prévoir pour ça? On va prévoir une limitation dans la structure de réglage. C'est bien notre but ici, c'est que la structure de réglage prenne des actions pour ne pas endommager le système. Et donc ici, on a que la pression d'alimentation va être gérée à une contrainte de rester au-dessus d'une certaine pression. Ici, 2 bars. Alors attention, tout à l'heure j'ai dit que j'allais avoir une consigne à 2 bars. C'est clair que si j'ai une contrainte ici à 2 bars, ma consigne de l'autre côté doit être comment? Doit être un petit peu plus basse. C'est clair que c'est une vanne de détente, elle ne va pas faire monter la pression. Donc ici, on va prendre une consigne de 2 bars, sous-entendu la consigne de l'autre côté sera différente. Qu'est-ce que vous pouvez dire du process qui est maintenant en jeu dans la régulation d'override, sachant que ce process, c'est ouvrir ou fermer la vanne pour régler la pression en amont de la vanne. Si j'ouvre cette vanne, la pression en amont, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chute. Donc le gain statique de ce process-là est négatif. Donc le gain du régulateur de ce process-là est négatif. Donc là, je suis déjà vu. Si je veux utiliser le même régulateur, sachant qu'on vient de dire que pour le régulateur principal, j'ai besoin d'avoir un gain positif. Et pour le régulateur principal, quand il est en override, j'ai besoin d'un gain négatif, j'ai déjà un problème. Mais non, tout comme on vient de dire qu'on pouvait changer de gain à l'extérieur du régulateur, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Changer les signes ou mettre un -1 sur la deuxième patte qui se trouve ici. Donc regardez bien,
Ici, ce qu'on a fait, c'est changer le signe. Donc, l'écart de réglage pour la voie d'override, la voie de contrainte, la voie de limitation, elle est bien à l'envers. On a bien mesure moins consigne et pas consigne moins mesure. Et grâce à ça, le régulateur principal, l'unique régulateur, en fait, ici, reste avec un gain positif, et on a triché à l'extérieur en mettant un -1 finalement sur cette voie-là. Ça revient au moins d'inverser les signes plus et moins de l'écart de réglage. Donc ça, c'est une des manières de faire pour insérer des contraintes. Si on reprend l'exemple dont on a déjà parlé tout à l'heure, la semaine passée, la semaine d'avant, qui est une gestion de chaudière, on avait déjà introduit cette notion de contrainte en disant que le processus principal, c'est d'essayer de maximiser le débit que l'on va faire passer dans le réchauffeur ou dans la chaudière. Dans ce cas-ci, ça pourrait être un échangeur. Ce débit, vous voyez qu'il est piloté par la vanne qui est tout à fait à gauche. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir imposer un débit maximum à cette vanne-là pour produire un maximum de débit, enfin un maximum de produit. Par contre, ce produit doit avoir une certaine qualité. Dans ce cas-ci, la qualité, c'est la température. On est toujours dans l'exemple où il faut absolument produire un produit avec une certaine température T0, enfin mesurée en T0 à la sortie de notre chaudière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer, lorsque T0 est trop froid, d'augmenter l'apport calorifique en augmentant le débit de combustible. Et là, on avait déjà dit qu'on avait intérêt à rajouter une cascade avec la cascade débit position vanne que vous voyez ici. La première régulation, c'est T0 qui va vers le régulateur F. Le deuxième régulateur F, c'est l'esclave qui va piloter la vanne. Ça, on en avait déjà parlé. Donc, une cascade pour la régulation de température et la régulation de débit de manière à ce que l'opérateur puisse imposer un débit et essayer de faire pousser ce débit à une valeur maximum. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais l'opérateur ou une autre régulation en amont ou une séquence, ça c'est pas notre problème, demande une consigne de débit FP qui est trop grande? Eh bien, on va arriver aux limites de notre process, on va arriver aux contraintes que l'on doit du coup maintenant essayer d'insérer dans la structure de réglage. C'est ça qu'on va de nouveau faire ici, comme on l'a fait avant sur le simple exemple avec la vanne qui règle la pression en aval avec une contrainte sur la pression en amont. Donc, je reviens ici sur cet exemple. Quelles sont les limitations qu'on avait déjà mis en avant quand on a travaillé sur cet exemple? Oui, qui est tellement un grand débit qu'on ne réchauffe plus. Pardon? Que le débit soit tellement grand qu'on ne réchauffe plus le. Oui, autrement dit, pourquoi est-ce qu'on va pousser à le réchauffer? Parce qu'on atteint les limites du process. La question, c'est quelles sont les limites du process? Tu réponds pas à la question en disant qu'on ne le réchauffe plus, c'est vrai, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le réchauffe plus? Parce qu'il y a les 100% de la vanne. Une fois qu'on atteint les 100% de la vanne de fuel, mais vous êtes arrivé à la limite du process. En fait, c'est même plus que ça, parce que souvenez-vous, on a rajouté, dans les dernières fois qu'on est revenu sur cet exemple-là, un damper, un registre d'air, une vanne d'arrivée d'air, et on doit absolument, pour avoir une bonne combustion dans la chaudière, s'assurer d'avoir la bonne quantité de combustible, oui, mais la bonne quantité d'air également, pour avoir cette bonne combustion. Et qu'est-ce qu'on avait dit également? On avait dit qu'on avait une température dans notre chaudière, la température métal, et que cette température, c'est également quelque chose à limiter. C'est souvent à limiter en gradient de température. Il y a un truc qui est pas clair? Dites-moi, je joue avec vous. Donc, une limitation en température, c'est souvent un gradient de température pour éviter les stress thermiques et finalement stresser, péter la chaudière. Donc voilà les différentes contraintes qu'on avait mis en évidence. Donc comment est-ce qu'on va les intégrer dans notre structure de réglage? Eh bien, on va aller chercher, comme vous le proposiez, la position de la vanne et on va l'insérer dans la structure de réglage de manière à éviter qu'elle arrive à 100%. On va même essayer de réagir avant qu'elle arrive à 100%. On va voir pourquoi juste après. Même chose pour le registre d'air, le damper. Mais vous voyez bien qu'on va aller chercher sa position, sa consigne de position, on va revenir à ça plus tard, et on va de nouveau amener un régulateur de position d'air vers la vanne principale. Et même chose pour les autres variables qui vont être contraintes après, mais on rajoutera ça après. Donc maintenant, on est en train de dire qu'on va rajouter ces deux régulations. La régulation qui va amener la consigne de position de la vanne d'arrivée de combustible vers la vanne principale et la consigne de position de la vanne d'air ou du registre d'air vers la vanne principale. Comment intégrer ça dans la structure de réglage? Exactement comme on l'a fait jusqu'ici. Donc on a encore une fois le régulateur principal qui est du coup lequel?
dans notre process, quelle est la variable principale? C'est celle que je veux régler si j'ai pas. Pardon? Non, finalement T0 c'est aussi presque une contrainte. La variable principale, c'est celle qui va essayer de maximiser la production dans notre cas. Donc c'est celle qui ouvre la vanne d'arrivée de produit. Et celle-là, on veut vraiment la maximiser. Son gain est positif parce que quand j'ouvre cette vanne, le débit du produit que je vais réchauffer va augmenter. Et comment est-ce qu'on peut, c'est une des manières de faire, insérer une contrainte, mais tout simplement, comme on l'a vu pour l'autre exemple. On va aller rechercher la position de la vanne du damper, donc l'arrivée d'air, et on va essayer de la limiter à Dmax, à une position maximum. Et ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Typiquement, on ne va pas prendre 100% pour ça, on va aller prendre 90 ou 100%. Des fois même 70%, je vais y revenir après. Il y a deux raisons pour faire ça. Et de l'autre côté, vous avez la vanne V, vanne d'arrivée de combustible. Même chose, on va aller chercher la position de la vanne, le PV qui est à droite, et on va aller la comparer avec une position maximum désirée pour cette vanne. Encore une fois, des fois 95%, des fois plutôt 70%. On va revenir à ça. Donc, comment est-ce qu'on intègre ceci? Tout simplement, encore une fois, avec un régulateur, et ce régulateur va piloter notre vanne principale. Et la raison pour laquelle on va essayer de, typiquement, ne pas aller vers 100%, c'est quoi, à votre avis? De plutôt imposer 95? Jamais on a des perturbations pensées, Mais, faut se garder une certaine marge. exactement, c'est tout à fait ça. On doit garder une certaine marge de réglage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si quelqu'un ferait ici, si on attendait bêtement d'arriver à 100% pour dire à la vanne principale, donc attendre à 100% sur une des deux contraintes, donc par exemple la vanne d'arrivée de gaz, pour dire à la vanne principale, et il faut que tu diminues, mais si on fait ça, on va revenir tout juste au débit de produit principal qui nous amène à 100% de la vanne gaz. Autrement dit, comme tu dis, on ne sait pas réguler, là, on ne sait réguler que dans un sens. Autrement dit, comme tu le dis très bien, pour garder la marge de réglage, eh bien, il faut que notre organe de réglage, que tous nos organes de réglage, soient en zone de réglage. C'est pour ça qu'on va typiquement aller imposer quelque chose de plus bas que 100% pour garder une zone de réglage. Dans certains cas, la zone de réglage, on va le mettre beaucoup plus bas. Il va y avoir deux raisons pour ça. Il y en a une qui apparaîtra quand on va parler de VPC dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes. Mais il y a une autre raison qui apparaît déjà ici, c'est la caractéristique de votre vanne. Si vous savez, et on va en discuter quand M. Borgfeld viendra au dernier cours, si vous savez que votre vanne a une caractéristique qui est très plate à partir de 70%, autrement dit, quand vous ouvrez plus votre vanne, ça n'augmente pas le débit qui passe à travers, et bien on va dire que vous êtes déjà quasiment au niveau de votre vanne. Et donc si vous arrivez proche de ce coût de saturation de la vanne, autrement dit, quand vous regardez la position d'une des vannes dont on parle ici, donc au niveau des contraintes, c'est bien que le débit de gaz, par exemple, quand vous ouvrez la vanne gaz, et bien que vous avez quelque chose comme ceci et que ça sature fort, c'est tout à fait classique comme situation. Vous êtes à 100% d'ouverture de vanne ici, mais vous voyez qu'en fait, à partir de 50%, vous n'avez quasiment plus rien comme débit qui arrive, et vous allez dans cette zone-là, vous allez mal réguler votre process, vu que même si vous ouvrez la vanne, vous avez quasiment plus de débit qui vient en plus. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on va essayer de mettre la contrainte plutôt à 50% pour essayer de ne jamais aller travailler plus haut. Donc ça fait partie des raisonnements qu'on va utiliser pour choisir les contraintes sur les vannes de réglage, même si on en reparlera encore de cet exemple plus tard quand on parlera du VPC. Autre manière d'insérer ces contraintes, je vous l'ai dit, c'est d'aller avec plusieurs régulateurs et du coup aller mettre les sélections min-max en aval. Je reviens sur mon même exemple ici pour faire la comparaison. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dire que j'ai mes variables de contrainte qui vont revenir dans la structure de réglage dont je parlais tout à l'heure. Chacune va avoir sa contrainte de Y1 max, Y1 min, ou Y2 max, Y2 min. Vous avez compris que ça dépendra évidemment du process. On va avoir du coup plusieurs régulateurs. Et comme j'ai plusieurs régulateurs, je vais ici laisser tomber ceci pour l'instant. Ça ne va rien apporter à ce que je fais. Eh bien, on va devoir ici venir faire une gestion des contraintes avec des sélections min et max. Je mets n'importe quoi ici. Ça dépendra évidemment du sens de la contrainte.
Est-ce que je dois rester en dessous du débit, si c'est un débit maximum, ou au-dessus sur lequel j'avais mis du 0,100%. Donc c'est un bloc écrêteur qui va ne pas laisser passer quelque chose en dessous de 0, ne pas laisser quelque chose passer au-dessus de 100. Eh bien en fait, vous pouvez parfaitement venir ici mettre la sortie d'un régulateur comme étant la limite haute ou basse d'un régulateur. Ça revient exactement au même que de les dessiner avec des min ou des max. D'ailleurs, l'écrêteur ici, c'est construit à partir de blocs min et de blocs max. C'est souvent juste plus lisible de mettre un bloc écrêteur ou un bloc limiteur. Et donc, vous pouvez parfaitement retrouver ça sous cette configuration-ci. Ça, c'est la configuration qu'on va préférer lorsque on a des dynamiques fort différentes entre les différentes voies de régulation, la voie principale et là où les voies de contrainte, comme on a déjà discuté. Parce qu'ici, vous pouvez du coup paramétrer les paramètres des régulateurs de manière tout à fait indépendante pour chacune des voies de régulation. Donc ça paraît avantageux comme ceci, mais de nouveau, soyons honnêtes, quel est l'inconvénient de ceci? Il y a un gros danger ici, et on va revenir sur l'aspect conditionnement des régulateurs, qui voit la potentielle erreur énorme qu'on fait en faisant ceci. Nous, deux autres régulateurs qui ne même pas. Exactement. Ça se voit mieux si je reviens sur ma vue min-max, mais c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, je vais, pour la simplifier, ne prendre que un max, c'est tout à fait cohérent aussi, ça se fait dans beaucoup d'applications, ça revient exactement au même. C'est clair que si ce régulateur-ci sort 50%, ce qu'il a besoin pour essayer de piloter sa propre variable, que celui-ci sort 40 et que celui-ci sort 60, mais celui qui va être sélectionné, c'est celui-ci. Donc en fait, celui-là est effectivement suivi par le process, par l'actionneur, par l'organe de réglage. Donc pour lui, tout va bien. Il est en mode tout à fait normal. Il passe à travers le max, c'est comme le max, c'est comme si le max n'existait pas. Quel est le problème pour les deux autres? C'est que eux, ces deux-là, ils ne sont pas sélectionnés par le max. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? Enfin, qu'est-ce qui va d'office se passer? Boucle pour ces deux régulateurs. Autrement dit, Dépassement. c'est pas le bon mot. Saturation. Ben, il se passe exactement la même chose que quand je suis en saturation. Ces deux régulateurs-là s'envolent, sont en wind-up. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients du fait qu'ils ne sont pas occupés à piloter leur organe de réglage. Et donc, eux, dans leur propre, de leur propre côté, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Garder une consigne de 5 tonnes par heure alors que le PV est à 4 tonnes par heure. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, le débit est trop petit, donc je dois absolument augmenter. Bon, je vais prendre un autre exemple. Je vais dire que ça doit être un débit minimum, sinon ça ne va pas aller avec mon max. Mon débit ici est trop grand, donc je dois absolument diminuer mon organe de réglage. Sauf que quel est l'effet de la demande de diminution de ce régulateur sur le process? Rien. Autrement dit, 6 tonnes par heure, il va rester, vu que je suis pas occupé à essayer de réguler le 6 tonnes par heure. Cette boucle de régulation est effectivement en boucle ouverte à cause du max. Donc ce régulateur-là va avoir tendance à s'envoler, à partir en wind-up. Et donc ici on fait le lien avec la partie très importante de conditionnement des régulateurs. Il faut conditionner les régulateurs non actifs. Donc il y a plein de manières de faire ça. Dans tous les conditionnements des régulateurs, il y a toujours plein de manières de faire. Soit on les met en tracking, en disant qu'ils ne sont pas suivis par cette voie-là, et donc qu'on les met en tracking, soit on va aussi développer des solutions manuelles. Alors faites attention, quand je dis que je les mets en tracking, ici il ne faut pas faire le tracking comme un tracking d'anti-choc. Regardons le problème. Qu'est-ce qui se passe si la solution de conditionnement que je choisis est de dire que je demande à mon bloc max ici, en général il va vous sortir des binaires qui vont dire que c'est la voie 1 qui est passante, la voie 2 qui est passante ou la voie 3 qui est passante. Ça fait évidemment allusion à voie 1, voie 2, voie 3, côté entrée analogique du max. Et vous allez avoir ici un bit qui va vous dire laquelle passe ou laquelle ne passe pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va dire que si la voie 1 n'est pas passante, eh bien, je vais faire un petit report ici pour ne pas faire un truc dégueulasse. Je vais venir ici, mettre en track mon régulateur. Donc ça va être la valeur binaire du track. Ça, c'est d'accord. Maintenant, quelle est la valeur
analogique que vous allez traquer. Souvenez-vous que quand vous faites un track, vous avez deux signaux. Le signal binaire qui dit au régulateur qu'il doit traquer, et le signal analogique qui dit quelle valeur la sortie de traquer. Ici, quelle est la valeur que l'on va traquer? Si on ne réfléchit pas, on peut faire la chose suivante. Mais prendre un track que vous faites pour les anti-chocs magnéto, qui est de faire quoi? Prendre la sortie et dire que la valeur de tracking analogique, eh bien, ça va tout simplement être d'imposer sur la sortie du régulateur qu'il doit suivre la consigne. Autrement dit, dès que celui-là n'est plus sélectionné, il va suivre celui-ci, 60, 60, 60. Et même chose pour l'autre, évidemment. Celui-là n'est pas sélectionné non plus. Je vais le mettre en tracking. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont tous en tracking, sauf un. En fait, j'ai perdu les deux régulateurs. J'ai fait ce qu'il fallait absolument pas faire. Une fois que ces deux régulateurs-là ont été mis en tracking, parce que c'est l'autre qui a pris la main, ad vitam, c'est du latin, pendant à l'infini, vous allez avoir que ces régulateurs-là vont rester non sélectionnés. Parce que comme ils proposent la même chose que celui-là qui est occupé à piloter l'installation, ils ne vont jamais redevenir plus grands que celui-là, mais qui recopie sa valeur. Donc en faisant un conditionnement comme ça, j'ai fait la plus grosse erreur que je puisse faire. Donc quand on fait du conditionnement par tracking dans une structure d'override, on ne doit absolument pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis à la place? Vous avez compris que le problème, c'est que j'ai perdu mes régulateurs ici. Ils ont commencé à ne plus vivre, à ne plus tenir compte des voies de protection. Or, c'est leur fonction. En faisant ça, dès que je les ai perdus, ils ne servent plus à rien. Je les ai perdus à tout jamais. Donc j'ai évidemment fait une connerie ici. Ils ne vont jamais revenir plus grands que l'autre, qu'ils suivent l'autre. Donc ils ne vont jamais redevenir actifs. Je les ai perdus en faisant ça. En comprenant ça, qu'est-ce que vous proposez comme solution? On va reprendre l'heure dernière élevée juste avant le bloc max. Alors si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais comme erreur? Tu gèles le régulateur. Si on fait ça, on gèle le régulateur. Même chose, il n'est plus occupé à faire attention à ce qu'il devrait faire ici. Tu vas geler le régulateur, et puis pour une raison ou pour une autre, vous avez une perturbation ou l'aspect multivariable fait que cette contrainte-ci devient active alors qu'elle ne l'était pas. Autrement dit, ce régulateur, s'il voudrait prendre la main, avec ce que tu proposes, ça ne marche pas non plus. Il reprendra la main à un moment quand l'autre, le régulateur qui est en voie principale ici, par hasard, finalement, passera sous les 39. Alors lui reprendra la main si je l'avais gelé quand j'avais 40 ici. Et donc vous voyez bien que le moment de communication ne correspond pas à la protection de mon installation. J'ai gelé mon régulateur, du coup il ne suit plus mes variables à protéger, il reviendra plus tard actif, mais pas du tout au moment où j'en ai besoin. Qu'est-ce que vous proposez d'autre comme solution? Ouais. Mettre des gains qui seraient adaptés à chaque dynamique du système. C'est déjà le cas et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit actif ou pas. Le problème d'envol du régulateur, d'ailleurs, c'est l'intégrale, c'est pas le régulateur. On verra une solution analogique dans quelques dizaines de minutes, mais ici, quand on fait cette solution-là, on doit absolument faire un tracking uniquement de l'intégrale du régulateur. On va traquer uniquement l'intégrale du régulateur. Pour bien vous montrer, j'ai explosé les trois régulateurs. Je reprends l'exemple simple avec seulement un limiteur commun max, mais ça pourrait être toute une série de min et de max, ça n'a rien à voir. Je vais exploser mon régulateur, donc je vous montre bien, pouvoir mettre des TI différents. Donc je dessine juste grossièrement 3 PI, la dérivée n'a rien à voir là-dedans, donc on va pas s'amuser à les dessiner en plus. La somme du P plus du I, et on va vers notre sélecteur de masse. Quand on est dans cette structure-ci, on va faire un tracking uniquement sur la partie intégrateur. On se met dans le même scénario que tout à l'heure, où je commence avec une situation que je vais vite perdre, vous allez voir, parce que
je vais l'arranger finalement. J'ai 50, 40, 50, 60. C'est juste pour vous dire que du coup, celui qui gagne, c'est le 3. Du coup, je dois absolument traquer les deux autres. Et je vais les traquer effectivement avec la variable de sortie qui se trouve ici comme vous me l'aviez proposé. Mais qu'est-ce que je vais aller traquer? Uniquement le terme intégrateur. C'est uniquement lui qui va revenir sur la variable analogique de tracking. Elle va revenir également sur l'autre régulateur. En fait, elle va revenir sur les trois régulateurs, cette variable analogique de tracking. La différence, c'est que je vais venir amener mon bit de tracking ici quand je n'ai pas la voie 1 qui est sélectionnée, mon bit de tracking qui va venir ici quand je n'ai pas la voie 2 qui est sélectionnée, etc. pour celui-ci. Pourquoi est-ce que ceci va bien se passer? Remettons-nous dans un scénario identique. C'est la voie du bas qui est plus grande, c'est donc elle qui est sélectionnée pour aller piloter le process. Est-ce qu'elle a un problème de conditionnement? La voie qui est sélectionnée par le max, est-ce qu'elle a un problème quelconque de conditionnement? Non. Non, donc elle, je vais un peu en discuter, elle est occupée à piloter l'installation. Elle a ses problèmes de conditionnement en limite de saturation de l'organe de réglage. Et ça, on a déjà réglé, on n'y revient pas ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir mettre la valeur intégrale en tracking de la sortie. Et maintenant, dites-moi ce que je vais du coup avoir ici en sortie de régulateurs qui vont continuer à vivre, et c'est ça qui est important, grâce à la partie proportionnelle. Ici, mon régulateur va continuer à vivre par sa partie proportionnelle. Ceci, la consigne va vivre, la mesure va vivre, l'écart de réglage va vivre et va donc bien influencer le max. Donc je ne gèle que le terme intégral. Maintenant, je reviens à ma question, comment est-ce que ceci va vivre? Imaginez, on va faire les deux scénarios. Imaginez que j'ai ici une consigne de protection qui vaut 10 et que cette variable-ci vaut 5 et que j'ai ici une consigne de protection qui vaut 20 et que cette variable-ci vaut 25. Donc vous voyez, je me mets dans les deux cas ici et je dois être plus précis encore en disant que mes gains pour mes trois process sont positifs ici. Qu'est-ce qui va se passer pour les deux voies sélectionnées? Eh bien, les deux voies sélectionnées, elles vont être telles que celle-ci va donner un écart de réglage positif qui va valoir du coup 5. Si j'ai un KP qui vaut 1, pour simplifier mes calculs, j'aurai 5 ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai 60 plus 5, et donc j'ai 65. Qu'est-ce qui va se passer sur celle-ci? J'ai quelque chose qui est négatif. J'ai moins 5. Disons que j'ai également ici un gain de 1. J'ai moins 5, et donc j'ai ici 55. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien, en réalité, cette voie de protection, elle est toujours capable de reprendre la main si nécessaire, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a gelé l'intégrateur quand l'autre avait pris la main, mais en réalité, ce scénario-ci ne va pas arriver. Qu'est-ce qui va arriver? En vrai, dès que ceci va légèrement passer sous sa contrainte, donc ici, vous l'avez compris avec les signes, l'objectif c'est de rester au-dessus de 10. Dès que ceci va légèrement passer sous sa contrainte, eh bien je vais avoir 1, je vais avoir 1, je vais rajouter 1, et donc je vais avoir 61, et vous voyez que c'est ici que je vais rebasculer de cette voie-ci vers cette voie-ci. D'accord? Donc c'est tout à fait différent du tracking que l'on fait pour une gestion d'antichoc manu auto. C'est la même philosophie, mais ça change tout entre traquer la somme des deux actions P plus I ou la somme des trois si vous êtes pour un P, si vous êtes sur un PID. Donc pour un anti-choc, vous allez faire un tracking sur la sortie du régulateur, autrement dit P plus I plus D. Quand on est comme ça en override, on ne va surtout pas faire ça, c'est ce que je vous ai montré avant. On va faire un tracking que sur la partie intégrale. Ça permet à la partie proportionnelle, j'oublie la partie dérivée, de continuer à vivre et de reprendre la main dès que vous passez au-dessus de votre contrat. C'est une des 47 manières qui existent pour conditionner les régulateurs quand vous êtes en structure d'override. On va en voir quelques-unes. Il y en a 4 ou 5. Oui. Oui. Donc, vous avez vu que j'ai mis à chaque fois deux variables TK, une en rouge et une en vert. La variable rouge, c'est quoi?
TK rouge. Le tracking qui Oui, mais c'est les deux, le tracking. Vous avez suivi mon explication. En rouge, j'ai mis la variable analogique. Donc la variable à traquer par le terme intégrateur. En vert, qu'est-ce que j'ai mis? La variable binaire qui dit qu'il faut traquer. D'accord? Vous allez des fois trouver ça. D'un TCS à l'autre, ben, on n'a pas de couleur dans les automates, évidemment. Enfin, on ne s'amuse pas à jouer avec des couleurs, ou pas beaucoup. Donc on va des fois trouver track. Je ne sais même plus. Track C pour track condition. Track V pour track value. Donc vous avez à chaque fois quand vous faites un tracking deux variables, c'est ça qui est important. La variable qui dit qu'il faut traquer, autrement dit une variable binaire, et la variable à traquer qui est la variable analogique. Normalement, j'ai été cohérent dans toutes mes couleurs. Donc ça, c'est vraiment fondamental. On est à cheval ici entre structure de réglage et conditionnement des régulateurs. Si vous avez une structure de réglage avec plusieurs régulateurs en parallèle et des min et des max, c'est une structure en override. Il faut bien conditionner ces régulateurs. Et là, il existe plein de solutions. La plus facile, je vous la donne ici. Je vais vous en donner une autre élégante dans quelques temps. Structure de réglage suivante. On a fait du feedback, on a fait du feed-forward, on a fait de la cascade, on vient de faire de l'override, on a peut-être déjà fait autre chose, j'ai oublié. Structure suivante, c'est du ratio contrôle. Alors vous allez voir qu'en fait, c'est assez simple. Le ratio contrôle, c'est pour faire du contrôle de ratio, du contrôle de rapport de variables. En fait, c'est uniquement important pour vous dire qu'il ne faut pas faire une erreur. Parce que vous allez voir que si vous savez que vous ne devez pas la faire, le ratio contrôle n'est quasiment plus le ratio contrôle. Je m'explique. Très souvent en industrie, vous avez des boucles de régulation pour lesquelles vous devez respecter un ratio entre deux variables. Vous devez typiquement produire un certain fluide. Ce fluide doit avoir une certaine concentration en tel ou tel produit. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir typiquement? On va voir que si vous avez un débit 1 qui circule dans un pipe, vous pouvez devoir être amené à réguler un débit 2 qui va venir se mélanger à celui-là. Et on va alors travailler en fonction de ratio de débit. On travaillera en concentration ou en ratio de débit, mais raisonnant en ratio de débit, c'est plus simple. Et ça revient au même. On va travailler en ratio de débit. Ça veut dire que eh bien, vous allez devoir avoir une variable qui suit une autre. C'est ce que vous avez ici. Regardez la variable principale qui ici est une perturbation parce qu'elle n'est pas contrôlée, qui est la variable FD. Je vais l'appeler F1 après, peut-être parce que c'est plus facile. Et vous devez venir dans une loi de mélange qui se retrouve en aval de mon process et qui n'est pas représenté ici. Vous devez amener un certain pourcentage du débit 2, ou du débit FPV ici, de manière à respecter la ratio des deux. Donc celui du dessus n'est pas contrôlé, et vous devez contrôler celui du dessous pour qu'il soit réglé en ratio des deux. Et donc la solution la plus simple, eh bien, c'est tout simplement de faire, regardez bien ici, un régulateur de débit. Ça, c'est la bonne solution. Et donc finalement, il n'y a quasiment rien qui est intéressant ici. C'est en fait pas un régulateur de ratio, c'est un régulateur de débit. Et le ratio intervient où ici? Où intervient mon ratio entre mes deux débits? Dans ma structure de réglage, où est-ce qu'il intervient? J'ai un régulateur de débit, vous le voyez ici. Mais je ne suis occupé à travailler sur un problème de ratio. Où intervient mon ratio dans ma structure de réglage? en consigne. Dans la gestion de consigne de débit du produit du dessous, on va tout simplement dire que si j'ai 10 mètres cubes qui arrivent sur le produit du dessus et que je dois respecter un ratio de 5, eh bien je vais donner une consigne de 2 mètres cubes heure pour le régulateur du dessous, qui est donc un régulateur de débit. D'accord? J'ai comme ça résolu mon problème de ratio avec un régulateur de débit. En fait, c'est fini, il n'y a rien d'autre à dire. Ce qu'il faut dire ici, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. On pourrait essayer de réguler notre ratio. Donc ça, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez que le régulateur est un régulateur de débit, donc le PV est un débit, et que sa consigne, sur sa patte SP, eh bien, elle utilise le débit de l'autre, et puis vous avez le ratio A qui est utilisé. Et vous avez un offset, si vous avez un ratio plus offset, ça n'a aucune importance dans cette histoire. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et c'est la seule chose à dire quand on régule des ratios. Donc on parle de structure de réglage, c'est presque un gros mot, mais c'est quand même très important. Et ces notions de structure de réglage, parce que c'est deux variables, l'une par rapport à l'autre. Donc
parle quand même de structure de réglage. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Quelle est la différence ici? Mon régulateur régule quoi? Je n'ai plus un régulateur de débit, comme dans mon implémentation précédente. J'ai un régulateur de, regardez, qu'est-ce qui arrive sur la consigne, qu'est-ce qui arrive sur la mesure. Avant, c'était des débits. Maintenant, c'est directement mon ratio. En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le problème pas comme un automaticien, on a pris le problème comme un pas automaticien. Et donc, on a dit, je veux réguler un ratio, je mets un régulateur de ratio. C'est tout à fait correct au niveau du raisonnement. En termes de régulation, c'est une catastrophe. Pourquoi? Ça saute pas aux yeux, mais il faut que ça vous saute aux yeux. Si vous êtes en régulateur de ratio, vous avez un régulateur qui est non linéaire. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Mais donc d'abord, insistons bien sur la différence. Dans cette structure-ci, je vais remontrer ici après, non? Dans cette structure-ci, le régulateur est placé au même endroit que ce que j'avais ici avant, sauf qu'avant, j'ai ici un régulateur de débit dont la consigne est calculée en fonction de l'autre débit. Eh bien, je pourrais refaire ce slide et remplacer le FC, le flow contrôleur, par un RC, ratio contrôleur, et faire ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que si on regarde le régulateur un peu plus en détail, on a maintenant un régulateur de débit, pardon, de ratio. Où est-ce que vous voyez la non-linéarité là-dedans? Quoi? Le 1 sur FD. Si je fais ça et que je suis à très bas débit FD, j'ai un 1 sur FD, j'ai donc un gain énorme. Si je fais ça avec un haut débit FD, ben, 1 sur FD est petit, j'aurai donc un gain sur mon retour qui est, je sais plus ce que j'ai, qui est tout petit. D'accord? Et donc, on ne parle pas d'un rapport 1, 1,2. On parle d'un rapport 1 à 10 ou 1 à 20, selon que vous soyez au débit nominal, donc FD max, ou au débit minimum de FD, qui va être 5% de FD par exemple. Vous avez alors dans ce cas-là un ratio 20 entre le gain du process à bas débit pour un même ratio et le gain du process à haut débit pour ce même ratio. D'accord? Si on fait ça, on est sûr d'être dans la panade. Si vous n'en tenez pas compte, qu'est-ce qui va de nouveau se passer? Encore une fois, comme dans tous les problèmes de non-linéarité, qu'est-ce que vous allez vivre quand vous allez mettre ça en service? Comment? Décrocher? Je ne peux pas décrocher. Vous pouvez faire un peu d'avion, si tu veux. Est-ce que tu veux faire décrocher? Je jamais atteindre la consigne. Des termes d'automaticien, ne pas réussir. On va jamais atteindre la consigne. C'est pas vrai. C'est pas assez vrai, c'est un des risques. Mais continue ton raisonnement en revenant en amont. Si ça devient instable, c'est que tu as fait quoi avant? Il y a deux scénarios en fait. Selon que vous ayez mis en service à bas débit ou mis en service à haut débit. Alors il y a un problème de saturation aussi, mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est plutôt l'instabilité. Donc si j'ai mis en service, que j'ai bien tuné mon régulateur à bas débit, qu'est-ce qui va se passer quand je serai en haut débit? Deuxième raisonnement, si j'ai mis en service à haut débit, j'ai bien tuné mon régulateur, qu'est-ce qui va se passer quand je suis à bas débit? Vous venez de comprendre que à bas débit, le gain est beaucoup plus grand. Donc tout est là. Hein. Revenez sur des scénarios. À bas débit, mon gain est beaucoup plus grand. Donc si je fais mon tuning à bas débit et qu'ensuite je vais à haut débit, le gain du process est plus petit. Donc comment va se comporter la boucle fermée? Le gain du régulateur étant plus petit à haut débit, ma boucle fermée va être plus lente. Autrement dit, là, je suis dans le scénario bête, mais pas critique parce que pas instable. L'autre scénario, c'est celui pour lequel je fais le tuning au point de fonctionnement pour que le process est à bas débit. Autrement dit, je commence par là. Le scénario critique, c'est celui pour lequel je fais le tuning de mon régulateur quand mon process est à bas gain. Autrement dit, à haut débit, je fais bien mon tuning de régulateur à haut débit. Je n'adapte pas les paramètres de régulateur. Je change le point de fonctionnement et je me retrouve à bas débit. Le gain du process est beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui se passe? Instabilité. D'accord?
Les deux cas sont évidemment critiques. Le deuxième cas ici est le plus embêtant. Le cas où vous êtes trop lent, ça risque aussi de créer des problèmes. Parce que si vous êtes trop lent, vous risquez d'être trop lent en réjection de perturbation et d'aller déclencher l'installation, qu'elle se mette en urgence, etc., parce que vous n'avez pas régulé assez vite. Donc les deux cas sont critiques, mais vous comprenez évidemment que l'instabilité est plus critique que la lenteur. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Sur papier, ça marche. En régime permanent, ça marche. En dynamique, ça ne marchera évidemment pas du tout pour les raisons qu'on vient de faire. Donc notez bien ça. On parle souvent de ratio de contrôle dans les structures de réglage. C'est plutôt un problème de non-linéarité qu'un problème de structure de réglage. Mais on retrouve ça tout le temps dans les différentes appellations de structure de réglage parce que ça fait appel à deux variables, les deux débits régulés ensemble. Alors si on commence à tenir compte de ça dans notre exemple de chaudière, pour lequel on a à assurer une bonne combustion, les contraintes sur la bonne combustion, on commence, vous voyez ici, à avoir une structure de réglage assez intéressante. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici comme régulation? Il y en a plusieurs. En fait, ici, c'est toute la partie qui régule la chaudière, donc ça n'est pas la partie qui régule le débit de fluide que l'on amène vers la chaudière. Je reviens en arrière, vers mon exemple de chaudière. Donc on a ici, à gauche, la vanne de régulation, la mesure de température d'entrée et le débit du fluide que j'apporte vers la chaudière, que j'amène vers la chaudière. Maintenant, ici, on va se concentrer sur la régulation de la chaudière. Okay. Donc la régulation principale de la chaudière, ça va devenir, son objectif, ça devient de réguler la température en sortie. Donc si on revient sur la structure de réglage, que l'on adopte ici et qui fait le lien avec la notion de ratio, eh bien vous avez la structure principale qui est la régulation de température. Alors, d'une application à l'autre, ça peut être une régulation de puissance, de pression ou de débit vapeur. En fait, on veut réguler l'objectif principal de la chaudière. Des fois, l'objectif, c'est de réguler une pression en sortie chaudière, un débit de vapeur, une puissance si vous l'amenez vers une turbine. Ça, c'est la régulation principale. Ici, son objectif, c'est de régler une certaine température. Donc, vous avez le réglage de température, et vous voyez que vous avez en aval, et donc en cascade, une structure de réglage. Vous avez le régulateur principal, et la cascade ici, elle est faite avec en aval plusieurs éléments de la structure de réglage. Pourquoi? Si vous regardez la sortie de régulateur principal, le régulateur de température, il va aller vers deux endroits. C'est ça qui fait le lien avec le ratio contrôle. Ici, en fait, vous avez un régulateur qui va piloter les deux débits, le débit de combustible et le débit d'air dont on doit contrôler le ratio. La différence avec le scénario d'avant, c'est que un des deux débits était considéré comme externe, comme perturbation, et l'autre devait le suivre. Okay. Ici, on est encore en ratio contrôle, mais on commande les deux débits. Le débit 1 et le débit 2, ici c'est le débit de fuel et le débit d'air qui doit être régulé. Et si on regarde ce qui se passe, le régulateur de température va aller commander les deux débits. Que vaut KEA à votre avis? J'ai la voie de gauche qui va aller directement, si j'oublie le min pour l'instant, vers un régulateur de quoi? Si vous regardez votre structure de réglage, ce régulateur, il régule quoi? C'est un régulateur de, il faut aller voir sa mesure, hein, de débit de fuel. Donc ça, c'est déjà un régulateur cascade très bas niveau qui est un régulateur de débit. Et ce régulateur-là, il reçoit sa consigne, si j'oublie ceci pour l'instant, il va recevoir sa consigne du régulateur principal. Autrement dit, le régulateur principal, c'est quoi? C'est le maître d'une cascade. Et la sortie du maître, c'est quoi comme grandeur physique? C'est le débit de combustible. D'accord? Donc j'ai ici une cascade. Si je la redessine horizontalement, préciser un peu les différentes variables. Et donc je redessine ma structure de réglage, autrement dit bien agencer les différents éléments de régulation pour que l'installation se comporte comme on veut en termes de performance et de sécurité. J'ai ici ma température qui était T0. J'ai mon régulateur maître, je vais dessiner un PI. Ce PI, qu'est-ce qu'il va sortir? Eh bien, il va sortir un débit de combustible. J'arrive jamais à dire si c'est UE ou EU. Un débit de fuel. Et soyez même plus précis, c'est quoi comme débit de fuel qui va sortir, mon maître? C'est une consigne de débit de fuel. C'est bien ça la nature d'une régulation en cascade. C'est un débit de fuel de consigne que va
envoyer le régulateur maître vers la vanne. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ici? On dit que si je veux être à l'équilibre et que j'ai un certain débit de fuel, eh bien, je vais devoir respecter mon ratio de combustion. Alors ici, on suppose que c'est une constante. En réalité, ce n'est pas une constante, mais c'est un détail. Vous avez ici vos ratios de combustion, qu'on appelle ici gain KEA, donc notre rapport entre le fuel et l'air, c'est le air excess. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va du coup avoir quoi comme grandeur physique en sortie de mon ratio? Quelle est la nature de cette grandeur-ci? Physique, process? Non? C'est le débit d'air. Donc je prends le débit de fuel, j'y rajoute mon ratio, c'est mon débit d'air. Donc j'ai mon débit d'air, et encore une fois, c'est une consigne, ce qui veut dire que ceci va aller vers deux esclaves qui chacun vont venir voir cette consigne de débit qui va arriver ici. Vous avez compris qu'il y a autre chose qui va arriver. Je vais comparer ici avec la mesure de débit, et mon régulateur de débit va aller vers ma vanne d'admission fuel. Et ici également, je vais avoir ma consigne qui va être comparée à ma mesure de débit d'air. Ceci va aller vers le régulateur de mon registre d'air qui va m'assurer d'obtenir le débit désiré. Ça, c'est tout ce qu'il faut si je veux seulement avoir de ma structure de réglage, la cascade avec les deux esclaves et le ratio contrôle. Vous avez effectivement déjà la notion de maître-esclave qui se retrouve dans cette structure et la notion de ratio contrôle. Si on veut rajouter en plus ici des contraintes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que le débit de fuel et le débit d'air, ils doivent respecter une certaine contrainte pour s'assurer de ne jamais être en manque d'air dans la chaudière, même pendant le régime transitoire. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas assez d'air dans la chaudière? Vous avez des imbrûlés, et quand vous avez des imbrûlés dans la chaudière, non seulement votre rendement devient nul, en plus vous polluez parce que vous envoyez du combustible à l'atmosphère, et qu'est-ce qu'il y a en plus comme risque? Explosion dans la chaudière parce que vous avez un excès de combustible qui risque de rester dans des poches entre guillemets locales dans votre chaudière, et puis à un moment localement vous avez assez d'air pour que le machin pète et votre chaudière explose. Et donc il faut absolument s'assurer d'avoir des limitations sur ce que va demander, sur ce que ma régulation va demander comme fuel et comme air. Et pour ça, l'idée, c'est de toujours s'assurer d'être en excès d'air. Pour avoir une bonne combustion, on va toujours avoir un excès d'air. Alors, de nouveau, cet excès d'air, il n'est pas constant. C'est comme le ratio d'air ici. En fait, le ratio stéchiométrique ici qu'on a besoin, il est lié à l'excès d'air. C'est quelque part la même variable. Normalement, elles sont calculées ensemble pour être cohérentes. Ici, on va un peu passer ça en détail. Et donc, si je veux m'assurer ici que la consigne effective de débit de combustible soit telle qu'elle respecte mon air présent dans la chaudière, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir aller chercher la mesure de débit d'air. Donc, je vais rechercher cette variable aussi. Je vais aller prendre la mesure de débit d'air. Et je vais aller calculer la quantité de combustible que je peux tolérer avec le débit d'air que j'ai actuellement. Et comment est-ce que je vais faire ça? Si j'ai calculé le débit de fuel, si j'ai calculé le débit d'air à partir du débit de fuel en multipliant par ceci, eh bien je vais tout simplement diviser par ceci. J'ai du coup ici le débit de fuel limite que je peux autoriser. Et ce débit de fuel ici, eh bien je vais venir ici l'utiliser comme étant la limite maximum ou minimum alors pour ma consigne de débit de fuel. C'est un débit max ou un débit min? Qu'est-ce que je peux rajouter ici? Max ou min? Si mon objectif, c'est de ne pas faire péter ma chaudière, max, c'est un débit max. Autrement dit, qu'est-ce que je dois mettre ici? Un min. Et vous l'avez compris, on va faire exactement la même chose ici. Pour le débit d'air, on va s'assurer d'avoir, grâce à la régulation de débit d'air, assez d'air par rapport au débit de combustible que j'ai.
Donc on va aller prendre la mesure, c'est bien les mesures qui interviennent ici, hein, c'est ça qui est fondamental, de combustible. On va refaire le même exercice multiplié par KEA pour calculer du coup le débit d'air limite, donc la protection. Et qu'est-ce qu'on va aller faire ici? C'est un min ou un max ici. C'est un débit d'air minimum. On ne peut pas descendre sous ce débit d'air-là sous peine d'avoir trop peu d'air. Autrement dit, on va venir mettre ici un max. Et donc, vous voyez comment on ajoute encore dans notre structure de réglage les différents éléments qu'il faut pour s'assurer de ces protections. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général lorsqu'on fait ça? Eh bien, on sait qu'on a un excès d'air ici et que transitoirement, on peut tolérer cet excès d'air. Et donc, on va encore ajouter une toute petite modification qui n'est pas indiquée ici, qui va nous permettre d'accélérer les régimes transitoires. Je m'explique. Si tout est en régime permanent, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir que tout va bien. Autrement dit, je dois avoir 300 degrés de consigne ici. Je les atteins sur ma mesure. Et grâce à 1000 mètres cubes heure de consigne de débit, ces 1000 mètres cubes heure, eh bien, il me donne, si j'ai un ratio 0,5, il me donne 500 mètres cubes heure de consigne de débit. J'oublie ma limitation ici, vous allez voir que je vais y revenir. Donc j'ai mes 1000 qui arrivent ici, 1000 mètres cubes heure. Ils sont bien régulés, donc j'ai 1000 mètres cubes heure avec ma vanne qui est à 70%. J'ai mes 500 mètres cubes heure qui sont nécessaires en air pour garder mes 300 degrés. Eh bien, ils vont arriver ici. Ils vont être régulés comme il faut parce que ma vanne de réglage est à 40%. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant me dire de ces valeurs-ci? Cette valeur-ci et cette valeur-ci. Qu'est-ce qu'elles valent maintenant à l'équilibre? Ça veut dire quoi, là, quand même? Elles ont changé avant, je vous demande leur valeur, ou bien dites-moi comment je peux les trouver. Quoi? C'est la même valeur que celle juste avant. Je suis en régime permanent, là. Donc le juste avant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne m'intéresse pas à la dynamique. Donc il ne faut pas aller chercher un juste avant, tout est là. C'est la mesure qu'on a eue, c'est là. Donc pour assurer assez d'énergie dans ma chaudière afin de calculer, afin d'obtenir ma température, j'ai besoin de telle quantité de fuel. Pour avoir telle quantité de fuel bien brûlée, j'ai besoin de telle quantité d'air, parce que c'est dans ce ratio-là. Ce ratio-là, on a dit que c'est lui qui intervenait ici. Et ça, c'est la mesure de débit d'air. Comme tout est en régime permanent et est arrivé à sa consigne, j'ai bien les 500 qui sont arrivés ici. Je divise par 0,5, je fais en fait l'inverse de ce calcul-ci, donc c'est tout à fait normal que je revienne ici vers mes 1000, je reviens ici vers cette valeur-ci en fait. Et de la même manière, si j'ai ici mon PV qui est ici, et que j'ai le même ratio, ben, j'assure ici une présence de 500 mètres cubes heure ici. Donc à l'équilibre, vous voyez bien que j'obtiens deux valeurs ici qui sont tout à fait identiques. Au niveau combustion, c'est très bien. Par contre, là, je donne vraiment la priorité à la combustion et je vais avoir des régimes transitoires trop lents. Imaginez ce qui se passe si vous avez une perturbation ou, plus simple encore, une variation de consigne et que je passe à 350 degrés ici. Que va faire ce régulateur si brusquement j'ai une variation de consigne vers le haut? Il va demander plus d'énergie dans la chaudière, donc plus de fuel. Autrement dit, ben, si j'ai ici une variation de consigne, disons en step, je vais ici directement dans un premier temps avoir la partie proportionnelle qui va me donner un step ici. Disons que je passe de 1000 à 1200 mètres cubes heure. Ça va arriver par ici. Et donc ceci va me donner un step qui va passer de 500 à 600 mètres cubes heure pour respecter mon ratio. Vous me suivez? Qui va passer là-dedans? Ici, qui va gagner entre le 1000 qui n'a pas encore bougé, parce que le débit d'air n'a pas encore bougé, et le 1200, c'est le 1000. Donc dans un premier temps, c'est le 1000 qui passe. Autrement dit, le 1200 ne passe pas, la variation ne passe pas. Donc le débit d'air, le débit de combustible ne monte pas. C'est logique, c'est exactement notre objectif en réalité. Pourquoi est-ce que ceci va finalement bouger?
Et regardez ce qui va se passer ici. Je monte vers 500, vers 600. Je monte vers 600. Et là, j'ai un axe. Donc, le 600 va passer. Donc, je vais ici passer à 600. Donc, mon débit d'air va augmenter. Je vais ouvrir ma vanne, mon registre d'air. Et donc, qu'est-ce qui va se passer finalement? Pourquoi est-ce que celui-là va suivre? Parce qu'il va suivre l'augmentation de mesure de débit d'air, qui est ma contrainte, qui va venir l'autoriser à monter. Donc, en fait, il faut voir ça comme étant ce que veut le régulateur, mais ça comme étant une contrainte, process, est lié à l'autre variable pour respecter le ratio. Et donc, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dans un premier temps, lors d'une augmentation de charge, le combustible n'augmente pas, il n'y a que l'air qui augmente, et que le combustible augmente ensuite avec l'air grâce à cette voie-là. En fait, c'est ce qu'on veut. On veut augmenter la charge, mais en donnant priorité à la notion d'excès d'air, et donc il faut absolument que l'air soit monté pour que le combustible puisse monter. Vous avez compris que le raisonnement est l'inverse pour une baisse de charge. Si j'ai une perturbation ou, c'est plus facile, une baisse de consigne de température, je vais avoir une demande de baisse d'énergie, de puissance dans ma chaudière. Donc, qui va baisser en premier? Ben, le fuel, parce que lui, il a un min ici. Donc, le fuel va diminuer. On va demander à l'air de diminuer, mais ça ne va pas passer parce que le fuel n'a pas encore diminué. Mais comme il est en train de diminuer parce que cette voie-ci a passé, eh bien, après ou pendant la diminution du fuel, l'air va finalement être autorisé à diminuer. Et donc, vous avez comme ceci quelque chose qui va vous garantir en permanence que vous avez un excès d'air même pendant le régime transitoire. Quel est l'inconvénient de ce truc-ci? C'est que du coup, c'est un petit peu plus lent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on rajoute des fois des décalages ici. On va par exemple dire que ici, eh bien, on va autoriser, il ne faut pas que je me trompe dans le sens, c'est plus petit. On va ici faire fois 1,1 de manière à pouvoir laisser un petit peu de mou pour la variation de charge. Et ici, on fera l'inverse si je ne me trompe pas. Alors, des fois, on le met sur cette patte-ci, des fois sur cette patte-ci, donc je ne vais pas me tromper. Donc ici, je vais mettre un fois 0,9 pour, entre guillemets, laisser un petit peu d'air à ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si j'ai une augmentation de consigne de température, l'augmentation de demande de combustible ici, que je ne laissais pas du tout passer avec l'air, eh bien on dit qu'on la laisse passer à quelques pourcents. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va avoir comme sortie ici en consigne? On va typiquement avoir une première augmentation de mon débit de fuel, mais en réalité, tout ne va pas passer. Le reste va devoir attendre que l'air arrive pour pouvoir commencer à monter. Donc ça, et on fait la même chose ici, vous avez compris que c'était tout à fait symétrique, c'est ce que je vais avoir pour qu'en montée de charge, j'ai quelque chose de plus rapide que mon scénario évoqué juste avant, qui est que le fuel va devoir attendre que l'air soit monté pour commencer à monter. Ici, on lui laisse un petit peu de marge. En fait, pourquoi est-ce qu'on autorise ça? Pour pouvoir aller plus vite, ça vous le comprenez, et parce qu'on sait que dans les excès d'air, on prend toujours un peu trop de sécurité par rapport au risque d'explosion, donc on rebouffe un petit peu de sécurité par rapport à ceci, quand on a besoin de vitesse sur le régime transitoire. Donc on fera ça que quand on a besoin de vitesse sur le transitoire. Si vous avez quelque chose qui peut être très lent ou qui est à charge constante toute l'année et qu'il n'y a pas de perturbation, ceci n'apportera évidemment rien, si ce n'est de bouffer un peu votre sécurité de combustion, donc on ne le fera pas. Ça va? Donc ça commence à nous faire des chouettes structures de réglage où tout doit être bien géré. Par exemple, ici, ce régulateur-là, eh bien, vous voyez qu'il va piloter deux variables. Et donc, il va falloir commencer à faire attention à ce qui se passe si une des deux régulations est ici soit arrivée en saturation, soit est en mode manuel. On va en reparler dans pas longtemps, c'est notre prochaine structure de réglage. C'est quand un régulateur pilote deux organes de réglage. C'est ce qu'on va appeler un split range. En fait, on y est déjà ici naturellement avec cet exemple. Donc de nouveau, structure de réglage sur papier, c'est bien, mais ensuite, il faut à chaque fois penser à l'étape suivante, qui est conditionnement des régulateurs. Par exemple ici, celui-là est maître, on a déjà dit qu'il fallait faire quelque chose pour son conditionnement. Il est en plus maître de deux esclaves, autrement dit, il voit deux organes de réglage. Donc, gestion des saturations et des modes manuels auto, il y a beaucoup de boulot à faire pour que ceci soit fait proprement. Oui. Si on veut faire un tuning, alors comment ça qu'on fait pour atteindre des performances? Ça n'a rien de spécifique pour le tuning.
ça risque pas de limiter. C'est-à-dire, malgré le fait qu'on crée les phase 1.1 ou phase 0.1, ça risque pas de. Si on dit, OK, on va atteindre le consigne en. Non, non, le tuning va, tu vas le faire en regardant cette dynamique-là. En regardant cette dynamique-là, si tu le fais à l'œil. Sinon, en étudiant les dynamiques, ben, Van dB de fuel, Van dB d'air pour chacun de ces régulateurs-là, et les dynamiques, puissance thermique, température pour ce régulateur-ci. Donc, au niveau de tuning, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est au niveau du conditionnement du régulateur que c'est vraiment spécifique. Et donc, comme je vous disais, mais c'est finalement un peu une extension du régulateur de ratio tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Le régulateur de tout à l'heure, la différence, c'était qu'il y avait une des deux variables qui n'était pas commandée. Ici, comme les deux variables sont commandées, R, enfin, débit 1 et débit 2, donc R et Q dans cet exemple-ci, on se rapproche finalement d'une structure qu'on va appeler speed dans la suite. Ça, c'est la remarque que je viens de faire sur les transitoires avec l'un qui démarre après l'autre, et on arrive donc à la notion de split range qu'on vient finalement d'introduire assez largement ici. Mais on va y revenir de manière un peu plus basique, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Et donc le split range, on va plus le voir comme étant un split range avec deux cascades et des limitations. Ça devient en fait uniquement le régulateur principal. C'est plus une cascade. Et qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui est commun à ceci? Eh bien, qu'il va aller piloter deux organes de réglage. Donc, pour faire le pendant avec ce qu'on a fait en override, où j'ai fait un peu une analogie ou une description multivariable, rappelez-moi, quand on a parlé d'override, on était occupé à travailler sur un système avec une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties. Entrée. Non, pour l'override, on avait une entrée et plusieurs sorties, la sortie principale et les sorties à contraindre. Ici, vous allez voir que c'est l'inverse. On va avoir plusieurs entrées. Là, oui, le régulateur va vers deux organes de réglage. On a deux entrées et on aura une seule sortie. Dans le scénario de split range le plus simple, même si vous avez vu en dessous que c'est quelque chose qu'on a évidemment combiné. Mais revenons maintenant vers le split range classique. On est alors dans une structure où on va avoir deux organes de réglage, autrement dit deux entrées U1 et U2, et une variable de sortie, un PV, Y1, Y2. Donc tout à l'heure, j'avais dessiné pour l'override un process pour lequel j'avais une entrée U1 et on s'intéressait à plusieurs sorties Y1, Y2. Ça, c'était le scénario d'override. On est dans le scénario quelque part un peu voisin, pour lequel on a deux entrées et une sortie, donc essayez de ne pas mélanger tout ça. Quelle pourrait être la raison d'avoir plusieurs organes de réglage, U1 et U2? Si je mets de côté l'exemple précédent, pour lequel il s'agit vraiment de la coordination au niveau process, et ces deux organes de réglage avec des fonctions fort différentes, un débit d'air, l'autre débit de gaz, on est ici occupé à parler avec une application pour laquelle on est plutôt avec des organes de réglage qui font, entre guillemets, la même chose. Oui. Exactement. Donc c'est typiquement un exemple pour lequel vous avez une régulation d'une seule variable qui est la température, mais il y a deux organes de réglage parce que l'un ne peut agir que dans un sens et l'autre que dans l'autre. Donc c'est typiquement l'application de régulation de température où vous allez aller vers un organe de réglage, une résistance par exemple, pour chauffer, et un autre organe de réglage, un groupe frigo par exemple, pour refroidir. C'est ce que vous avez dans des climatisations. Donc c'est typiquement l'exemple en régulation de température. Vous avez la même application dans des régulations de pression très souvent. Pourquoi? Dépression ou surpression. Si je suis plus bas que ma consigne de pression, je dois amener de l'air qui vient d'un réservoir comprimé, de l'air comprimé par exemple. Si ma pression est trop haute et que je dois la diminuer, ben là c'est l'inverse, je dois évacuer mon air. Quand mon air ou mon gaz, je dois évacuer ce que je dois évacuer pour faire diminuer la pression. Donc vous avez plein d'exemples comme ça pour lesquels la nature même du process et des organes de réglage est telle que vous ne pouvez jouer que dans un sens ou dans l'autre. Pour le split range, il y a encore d'autres choses. Des fois, on aime bien avoir deux vannes qui vont dans le même sens, mais avoir une petite et une grande. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on aime souvent ça? Quoi? Un réglage plus fin. Donc dans beaucoup de régulations en industrie, vous verrez qu'on parle
on utilise deux vannes de régulation en parallèle, on parle de la petite vanne et de la grande vanne. Et souvent, on leur donne leur nom de vanne, on dit la vanne 30%, la vanne 100%. Pourquoi? Parce que le KV, donc le débit maximum, vous en parlerez que ce fait de la vanne, de la petite vanne, c'est 30% de la grande. Pour des questions de finesse de réglage. On a bien en régulation travaillé avec un organe de réglage fin. Ça, on en a parlé la première fois ou la deuxième fois qu'on en a vu, on s'est vu pour la sélection de l'organe de réglage. Je fais semblant de pas de voir pour avancer un petit peu et je viens là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Les pH, pour lesquels, selon que vous voulez le monter ou le descendre, vous devez injecter un acide ou une base. Vous avez plein de choses comme ça, pour lesquelles vous pouvez avoir notre scénario de split range, qui est plusieurs organes de réglage et une entrée à contrôler. Donc voilà les différents scénarios possibles. Le point commun dans ce scénario-là, c'est que vous avez un régulateur, et encore une fois, on va nuancer ça après, et que ce régulateur va aller vers plusieurs organes de réglage. Ici, on a pris différents scénarios avec à chaque fois deux organes de réglage. Des fois, ça peut être une dizaine d'organes de réglage. Mais avec deux, on sait facilement comprendre ce que c'est. Les deux couleurs que vous avez à chaque fois sur les graphes correspondent à l'utilisation d'un organe de réglage et l'utilisation du deuxième organe de réglage. En X, sur chacune de ces courbes de split range, vous avez quoi à votre avis? Hein? Ici, il y a deux MV, donc il faut commencer à être un peu plus précis. C'est pas vraiment un MV, ni l'un ni l'autre, c'est un peu les deux à la fois. C'est la sortie du régulateur, en fait. J'ai un régulateur qui veut réguler une température. Le régulateur veut jouer sur le process. Et donc, c'est la sortie du régulateur qui doit dire s'il faut chauffer ou pas chauffer. Mais le régulateur, il n'est pas au courant de ça. C'est justement la loi de split range, qui n'est rien d'autre que ce graphe, pour lequel vous avez, pour venir à ma question, en X, la sortie du régulateur. Et on implémente vraiment ces courbes, soit sous forme de courbes dans l'automate, soit sous forme de petit calcul qui est là, je vais revenir après. Donc, en fonction de la sortie du régulateur, cette courbe va dire que vous allez plus ou moins sur U1 ou plus ou moins sur U2, selon l'endroit où vous êtes et selon l'application et la forme du split range. Donc, si vous êtes sur le premier scénario 1 en haut à gauche, on est dans quoi comme type de scénario? Un scénario où les deux organes de réglage ont le même effet. Autrement dit, ils vont faire monter la température, monter la pression. Donc, on n'est pas ici dans des cas d'application antagoniste. Les applications antagonistes, vous les sentez arriver dans le scénario 3. Donc, scénario 1, c'est quoi? C'est, j'ai un split range qui utilise un organe de réglage. Et quand est-ce que je vais commencer à utiliser l'autre? À 50% de la sortie du régulateur. Mais donc, en réalité, au niveau process, c'est quand? C'est quand le premier organe de réglage est arrivé à 100%. Okay. Et donc, le 50% ici, on peut déjà aller un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que je fais comme hypothèse quand j'ai 50% qui est la limite passer d'un organe de réglage à l'autre? Et justement, c'est un scénario que je vous ai dit qu'on n'avait souvent pas. Qu'est-ce que je fais comme hypothèse quand je commence à attaquer mon deuxième organe de réglage, quand l'autre est arrivé à 100%? Quoi? Non. Que les deux ont le même effet. Autrement dit, je ne suis pas dans un scénario grande vanne, petite vanne. C'est logique, hein. Mettez-vous à la place du régulateur, ce qu'on doit toujours faire en régulation. Quand il est occupé à travailler sur la grande vanne ou la petite vanne, eh bien, une variation de 5% de sortie du régulateur, autrement dit en X sur ce graphe-là, doit avoir le même effet sur la sortie du process. Et donc ici, si je fais ça, eh bien, je vois bien que je sous-entends que chacune des vannes a le même effet. Donc une variation de 10% en sortie de régulateur, selon que je sois occupé à monter sur mon organe de réglage ou monter sur mon deuxième organe de réglage, crée la même variation sur l'organe de réglage. Ici, typiquement, si j'ai 10% de variation sur la sortie de mon régulateur, j'ai combien de variations de position sur mon organe de réglage? Si 0,100 en sortie de régulateur, fait 2 fois 0,100 sur mes vannes. Je vais avoir une variation de 10% en sortie de régulateur. Je dois faire, je dois regarder mon graphique, je dois faire 20%, je dois faire 20% sur ma vanne. D'accord? Si je veux que, quand j'arrive à 100% en sortie de mon régulateur, je sois arrivé à 100% de ma vanne, j'ai bien que j'ai 50% comme ça, qui donne 100% comme ça, c'est le triangle rose si vous ne regardez pas la partie horizontale.
Donc j'ai bien que cette courbe a un gain de 2. Et c'est la même chose pour la deuxième partie montante de la courbe sur le bleu. Elle a bien un gain de 2, cette courbe-là. Donc j'ai que le gain du régulateur est constant. Le gain du split range est constant et le même que je sois sur l'organe de réglage 1 ou le 2. Et donc ça sous-entend que l'effet sur le process est le même. Sinon, j'aurais compensé ça. On va voir un exemple après pour lequel on doit compenser ça. Et on est dans un scénario où on a grande vanne, petite vanne. Qu'est-ce qu'on va devoir faire, à votre avis? On va devoir déplacer le 50%. Et si j'ai une grande vanne, une petite vanne qui est dans un ratio 30, 30-100, et bien qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir changer cette courbe-là pour que je sois plus penché quand je suis sur ma petite vanne que quand je suis sur ma grande vanne, de manière à ce que, vu par le régulateur, l'effet soit le même. Quand le régulateur veut une certaine variation, créer une certaine variation sur sa sortie, ça va faire plus bouger la petite vanne, vu qu'elle a un effet plus petit sur le process. D'accord? Ça revient au même que de compenser le plus petit gain sur le process avec un plus grand gain dans cette pente-là, parce que cette pente, c'est le gain du split range. Si vous le faites là-dedans, vous ne devez pas adapter le gain du régulateur, parce que la variation du gain due au fait que vous avez un petit organe de réglage et un grand organe de réglage est compensée dans la forme du split range. Donc ça, c'est quand on va dans le même sens. Je prends, et puis vous aurez la même chose dans le même sens, mais négatif. Donc les deux droites, je ne vais pas les faire. Qu'est-ce que vous avez comme application pour le split range droit? L'application, l'organe de réglage, a un effet antagoniste ou opposé. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Que le régulateur doit, par exemple, réguler une pression. Quand la pression est trop grande, le régulateur pousse vers le haut. On ouvre donc la vanne de décharge. Quand la pression est trop petite, le régulateur va vers le bas, il ferme la vanne de décharge et ouvre la vanne d'apport d'air comprimé, par exemple. Et quand je suis sur ma consigne, je vais me stabiliser sur quelle valeur en sortie de régulateur? À 50%, autrement dit, là où je n'ai plus besoin d'action. Donc c'est bien 50% de sortie du régulateur. C'est pas 50% sur la consigne, 50% sur l'entrée. C'est ni 50% sur une vanne, ni 50% sur l'autre. Ce 50% en sortie du régulateur est la valeur à laquelle le régulateur va aller se stabiliser pour ne plus avoir d'action ni dans un sens ni dans l'autre sur votre process. Vous avez compris que l'idée sur le Sénat, sur la colonne de droite, c'est la même chose, donc je vais pas en parler. Et juste remarque au niveau implémentation, soit que vous trouvez dans les automates vraiment cette courbe-là, que vous allez typiquement avoir avec une courbe point par point, donc un tableau avec des points en X et des points en Y, sur lequel on va mettre deux courbes de f de x, deux fonctions. La première fonction, ça va être celle-ci, pour laquelle on va avoir, si je dicte les points xy, 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 on va avoir 0, 100, 0, 0, 100, 0. Avec 3 points, je définis parfaitement cette courbe en utilisant une fonction qu'on a normalement dans tous les automates, qui est une approximation point par point, une approximation linéaire entre deux points, donc on donne une table de points. Et pour l'autre fonction, de nouveau, si je donne les éléments de la table en x, y, je vais avoir 0, 0, 50, 0, 100, 100. Et avec ça, mon split range est réalisé. Une autre manière de le faire, c'est de le réaliser comme ceci. Si vous regardez cette petite formule ici, elle vous donne lequel des split range lorsque la sortie du régulateur augmente. Donc déjà, lorsque je suis 0, j'ai 0. Je multiplie par 0, j'ai 0. C'est que je suis en 0 sur cet organe de réglage-là. Ici, je fais moins 50 fois 2, mais de toute façon, je limite à 0, je suis à 0. Donc, quand lui est à 0, je fais 0 et 0. Ensuite, je monte vers 50, lui arrive à 100. Donc, ça pourrait être celui-là ou celui-là. Et qu'est-ce que je regarde pour l'autre? Quand celui-là va de 0 à 50, et comme j'ai moins 50 ici et une limitation basse, celui-là reste à 0, je suis donc bien sur celui-ci. Et quand je passe de 50 à 100, celui-là est déjà arrivé en saturation, il reste ouvert, c'est ce qu'on a là. Et quand je passe de 50 à 100 ici, celui-là qui était à 0, eh bien, passe ici à, ici à 50 fois 2, 100, qui va donc passer ici, et donc on se retrouve bien sur celle-là. Donc la manière d'implémenter un split range va être comme ceci ou comme ceci. Ça va dépendre d'une application à l'autre. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est plus facile à réaliser si, en plus que de faire le split range, cette courbe-là sert à linéariser la vanne de réglage. Ça, on y reviendra après. Donc c'est un intérêt aussi de ces tables et de ces fonctions
c'est de pouvoir minéraliser leur gain. Et on commencera avec la pause avec un tout petit exemple ici sur l'application USB Range et d'autres choses. Est-ce que